Bonjour et bienvenue au Bulletin de nouvelles locales en ce 18 octobre 2025. La Ville de Dolbeau-Mistassini tient à informer les citoyens de son territoire que les cartes d'information de l'électeur seront livrées à votre porte au plus tard le 19 octobre. Vous verrez sur celle-ci si vous êtes inscrit à la liste électorale. Et petit rappel que cette carte n'est pas obligatoire pour voter, mais l'inscription à la liste électorale l'est. Quand on a eu la nouvelle là, comme de quoi que Poste Canada était en grève et ne pourrait pas procéder à la distribution des cartes de l'électeur, qui sont vraiment quand même très importantes là, dans l'information donnée aux électeurs concernant leur inscription sur la liste électorale, comme plusieurs autres villes, il a fallu se pencher, analyser ce qu'on avait là, comme possibilité sur le territoire. Et à Dolbeau-Mistassini, il fallait prévoir une opération de distribution. On parle de 12 000 électeurs environ, répartis dans près de 8 000 résidences, un territoire de 480 km de routes et rues à couvrir. Donc, en maximisant les expertises de chacun, en pouvant compter sur du personnel engagé, on a constitué des zones de distribution. Notre service de l'urbanisme, là, qui est quand même assez habitué avec tout ce qui est cartographie, nous a constitué 71 zones de distribution. Et on a recruté du personnel électoral là, spécifiquement pour faire en sorte que les zones de distribution soient couvertes. Donc, normalement, si vous êtes un citoyen de Dolbeau-Mistassini, vous recevrez, si ce n'est pas déjà fait, votre carte de l'électeur d'ici le 19 octobre prochain, ce qui va vous permettre de voir si vous êtes inscrit sur la liste électorale. Si vous n'avez pas reçu votre carte ou si vous souhaitez tout de suite valider là, votre inscription, c'est aussi possible de le faire à partir du site web de la Ville. Si vous n'êtes pas inscrit, si vous êtes inquiet de votre inscription ou si vous avez déménagé récemment, vous pouvez vous présenter à nos 2 commissions de révision qui vont avoir lieu à l'Hôtel de Ville. Donc, il y a le 15 et le 21 octobre. Les heures, les détails sont disponibles dans la section élections du site web de la Ville de Dolbeau-Mistassini. Il faut se présenter là, avec 2 pièces d'identité pour pouvoir se faire inscrire ou corriger la liste électorale et surtout avoir le droit de voter lors des élections du 2 novembre prochain. Cette semaine, nous vous présentons la nouvelle mairesse de Péribonka, Carole Tremblay. Par le passé, elle a siégé au conseil municipal et a collaboré au sein de Tourisme Péribonka. Elle se sent d'attaque à travailler avec son conseil et elle a à cœur sa municipalité. Dans cette entrevue, elle partage sa vision et les idées qui l'animent. J'ai déposé ma candidature à la mairie de Péribonka. La raison est fort simple. En fait, ça fait 4 ans que j'étais conseillère municipale et ça faisait une suite logique dans le cheminement que j'ai fait à Péribonka. Parce que j'ai travaillé pendant 7 ans dans le projet Chantier touristique Péribonka avec un adjoint au chargé de projet. Par la suite, je voulais vraiment m'impliquer encore de façon plus précise, mais dans ma communauté, comme conseillère. Et là, c'est une suite logique de continuer ce chemin-là. Puis, les astres étaient alignés pour moi. Ce qui me plaît dans la politique municipale, c'est la proximité qu'on peut avoir, surtout à Péribonka. On est un petit village de 500 âmes en saison régulière. Puis je trouve que la proximité avec les gens, ça me fait bien. Et je pense qu'on peut amener notre communauté à aller encore plus proche des citoyens et aussi prospérer dans ce qu'on a créé jusqu'à date. Avoir été élue sans opposition, ça représente pour moi un signe que la population me soutient. Je pense que c'est un signe comme ça, oui, que croit en moi et me soutient. Puis j'en suis très honorée. Bien, pour mon premier mandat, ce que je souhaite accomplir, en fait, c'est la consolidation de ce qu'on a créé. Parce que depuis 4 ans, Péribonka s'est transformé, a pris un tournant touristique important et s'est positionné vraiment comme un pilier. Maintenant, on a encore tout ça à consolider. On a de la consolidation aussi à faire, autant avec nos villages voisins. Donc, il y a déjà de la mutualisation de ressources qui sont en place parce qu'on comprend que dans une petite municipalité, on ne peut pas se payer des ressources comme dans les plus grandes municipalités. Donc, je pense que ça ici, on a ça à consolider et bonifier parce qu'on commence à mettre ça en place. Donc, c'est cette partie-là. Donc, moi, je veux vraiment continuer. Il y a encore des chemins, il y a encore la promenade à terminer. Et on a commencé cette année à mettre de la sécurité, à mettre
un garde-corps sécuritaire et une promenade aussi. Donc, mais il y a quand même une exposition qui s'en vient en lien avec le musée tout le long de cette promenade-là. Donc, l'été prochain. Ça, c'est assez intéressant aussi. Puis encore, il y a des divers travaux là, à terminer, dont la ville-route des Bleuets qui passe dans notre territoire aussi. Ça, c'est fort intéressant. Pour le projet de fusion, c'est sûr qu'il n'y a rien de fermé complètement. C'est en arrêt. Maintenant, il y aura quand même des vérifications de part et d'autre avec les municipalités pour s'assurer des enjeux, puis s'assurer que les deux parties sont gagnants. Donc, c'est un peu dans cet angle-là qu'on va pouvoir aborder la suite de ça. Considérant la venue de beaucoup de femmes au sein des municipalités, avec des postes quand même de direction, je trouve que c'est intéressant. C'est un autre angle qu'on voit arriver de plus en plus. Je pense que les femmes prennent leur place et se donnent le droit d'occuper ce poste-là. Et ils ont une façon différente de voir les choses. Et je trouve qu'en complémentarité avec des hommes, on va assez loin dans ces démarches-là. Et je vois ça d'un bel œil. Oui, je suis très contente de cet aspect. Je suis très heureuse de compléter ce que Guylaine a mis en place et sous ces 4 dernières années. On a inauguré Espace Péribonka et la construction complète, la nouvelle caserne. On a donné un appui indéfectible au musée Louis-Himon, qui est notre pierre angulaire dans Espace Péribonka. On en tient compte dans cette démarche-là. Guylaine a été un porteur de projet extraordinaire. De la côtoyer, ça a été une expérience que je suis très honorée d'avoir fait et elle m'a appris beaucoup. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on se transforme avec les aides qu'on rencontre, puis Guylaine en fait partie. Donc, je suis en gratitude avec ce qu'elle lègue à la municipalité. Pour la population, je tiens à les remercier en particulier pour la marque de confiance que je reçois de la population pour l'appui à ma candidature. Ce que je m'engage à faire, je m'engage à être proche du citoyen, être à l'écoute, autant des aînés que des jeunes familles. Ma porte est ouverte, je suis là et on va continuer à avancer ensemble pour une communauté qui, à mon avis, a su tenir bon dans tous les instants qu'on a partagés ensemble. Et dans la grande aventure du projet Chantier de Touricité Péribonka, la population a été derrière nous, les citoyens autant que les partenaires. Donc, encore, on va continuer ensemble à faire du beau travail. Merci. Le Théâtre des Quatre Planches a dévoilé son prochain spectacle qui aura lieu en novembre pour quelques représentations. Il s'agit de la pièce « Fragments de mensonges inutiles » écrite par Michel Tremblay. L'histoire met en parallèle 2 adolescents, Jean-Marc et Manu, séparés par 50 ans mais liés par une même blessure, le rejet de leur homosexualité. À travers ce chassé-croisé, la pièce montre que malgré l'évolution des mentalités, les préjugés persistent sous des formes plus subtiles. Le Théâtre des Quatre Planches, c'est une troupe de théâtre de passionnés qui sont bien ancrés à Saint-Félicien depuis plus de 20 ans, là, qui nous présentent à chaque année de belles productions. La prochaine production des Quatre Planches, c'est Fragments de mensonges inutiles, qui est un texte théâtral de Michel Tremblay, qui parle de la période trouble de l'adolescence. Donc, on a 2 adolescents sur scène qui vivent une relation d'amour, la peur d'aimer, la peur de vivre une relation d'amour. Puis, on a les parents aussi qui gravitent autour de ça, qui voient leur enfant grandir, qui voient leur enfant qui n'est plus un enfant, qui n'est plus leur enfant, qui ne reconnaissent plus leur enfant. Puis, évidemment, c'est un texte qui parle aussi d'homosexualité, mais pas que d'homosexualité. Je pense que tout le monde peut se reconnaître dans cette période trouble-là qui est l'adolescence. Mais ces jeunes-là sont marginaux, sont différents, puis ils veulent aussi assumer leurs différences ou cacher leurs différences. Et ce qui est vraiment spécial de la forme, c'est une pièce qui est fragmentée, qui parle de la période fin des années 50. Donc, on a un adolescent qui est fin des années 50, puis un adolescent qui est à la période notre époque, là, contemporaine. Puis ces 2 jeunes-là vivent une relation qui font fi du temps. Donc c'est ça la magie du théâtre. On a choisi cette œuvre-là parce qu'elle pose de beaux défis. C'est une pièce qui est intéressante au niveau de la forme. C'est intéressant d'aller jouer avec cette magie-là que le théâtre permet, de réunir ces 2 garçons-là qui vivent d'époques tellement différentes, de les ramener sur scène. On trouvait ça intéressant, surtout pour la forme. Michel Tremblay aussi, c'est un auteur qui est exceptionnel, qui va donner la parole à des gens qui n'en ont pas normalement.
Donc, un papa en 1958, ça parlait peut-être pas beaucoup à son enfant. Là, on a accès à toute la pensée du papa. Les mères aussi, une mère qui ne sait pas trop comment jongler avec tout ça, puis qui a la pression de performance. Bien là, on a accès à cette pensée-là aussi, à la culpabilité. Donc, Michel Tremblay, c'est un auteur qu'on aime beaucoup, puis c'était vraiment un coup de cœur, cette pièce-là. Il fallait la monter. Sur scène, on retrouve Thomas Bugeaud, Émeric Lavoie, qui sont nos deux personnages principaux. Thomas Bugeaud, fier d'Olmissois, puis Émeric de Saint-Prime. Donc, on a des comédiens de partout. On retrouve aussi Catherine Lemoine, James Keegan, Joanne Tremblay, Marie-Claude Tremblay, Simon Dompierre Boivin et Danny Asselin. Moi, j'ai le bonheur de mettre en scène cette pièce-là et je suis assisté d'Isabelle Rondeau. On retrouve aussi Christian Laprise qui s'occupe de la direction de production avec Nathalie Truchon, Alix Véraud-Tremblay qui porte plusieurs chapeaux. Au costume, on a Estelle Bergeron et à la scénographie, donc tout ce qui est décor, accessoires, Marie-Michel Bergeron. Le spectacle est à l'affiche du 6 au 16 novembre, puis ça se passe à la salle de spectacle de la Polyvalente des 80 à Saint-Félicien. Le plus simple pour se procurer des billets, c'est sur la page Facebook du Théâtre des Quatre Planches. Il y a un lien pour se procurer des billets. Là, tout est en ligne maintenant, donc c'est au coût de 25 $ pour un adulte, 15 $ pour les étudiants. On espère vous y voir nombreux. On a hâte de vous présenter notre beau travail. Après le succès monstre de l'an dernier, les soirées de contes d'Halloween reviennent en force au Jubé du musée Louis-Aymon les 30 et 31 octobre. Plongés dans une atmosphère mystérieuse où histoires ténébreuses, voix captivantes et décors enchantés promettent de vous donner des frissons. Chaque soirée mettra en vedette 3 conteurs prêts à vous faire trembler, costumes facultatifs mais courage essentiel. Le musée Louis-Aymon, en fait, pour le 30 et 31 octobre prochain, organise une soirée de contes, bien 2 soirées de contes. On avait fait ça l'année passée avec 3 conteurs, puis on a décidé de récidiver parce que vraiment, ça a été un succès fulgurant. Là. On a eu de la difficulté à rentrer tout le monde dans notre salle. Fait qu'on a décidé de doubler, en fait, cette année. On a encore 3 conteurs par soir, mais chaque soir sont différents. Donc, on va avoir Yvon Paré, que les gens connaissent bien parce qu'il vient de la région, puis il était là l'an dernier. Lui, il va être là les 2 soirs. On a aussi Lysandre Adams, Olivier Côté-Brodeur, puis on a Ken Villeneuve qui vont être là avec nous. On a Luc Lavoie aussi qui est avec nous. On est vraiment content d'avoir cette diversité-là là, parce que on avait le goût d'y aller avec des nouveaux conteurs aussi, tu sais, puis d'augmenter notre banque de conteurs parce que c'est vraiment une activité qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'engouement. Puis on sent vraiment que les gens aiment ça, se faire raconter des histoires, puis ça cadre parfaitement avec notre mission. Il y a certains des contes qui ont été choisis, mais d'autres, c'est des surprises même pour moi. Fait que là, je suis vraiment... moi-même, j'ai hâte à la soirée. Puis on leur a demandé là, de ne pas se retenir, d'aller dans le gore, dans l'épouvantable, dans le sanglant. Fait que vraiment, là, on veut être dans une soirée d'horreur. Mais j'ai quand même eu un petit filon d'un de nos conteurs qui, lui, a décidé d'adapter Maria Chapdelaine à une soirée d'Halloween. Fait qu'une version gore de Maria Chapdelaine. Le musée Louis-Aymon souhaite diversifier sa clientèle. Puis c'est que nous, on considère qu'on est un citoyen corporatif dans notre communauté, puis on veut égayer la communauté de Péribonka. Puis je pense que fournir des activités comme ça, que ce soit des soirées de contes, des conférences, c'est toutes sortes d'activités, là, en fait, notre imaginaire est notre limite. On pense que ça aide à créer un milieu de vie, puis aussi à ce que le musée Louis-Aymon devienne vraiment un lieu de rassemblement pour la communauté. Puis là, je pense à Péribonka, mais c'est vraiment la MRC Maria Chapdelaine. On peut se procurer des billets pour réserver à l'événement parce que là, comme je disais, l'année passée, ça a tellement été fulgurant qu'on a un peu manqué de place. Puis là, on a tassé tout le monde dans notre petite salle, mais cette année, on ne fera pas ça. Donc vraiment, on a un nombre de places restreint. Puis vous pouvez aller sur nos publications sur Facebook. Il y a un lien sur la plateforme Zephy. Vous pouvez acheter les billets. C'est 6,75 $ les billets. Ça va directement dans la fondation du musée Louis-Aymon. Ça nous aide à justement créer d'autres activités comme ça. Il n'y aura pas de profit réellement là, à une soirée comme ça. Puis c'est super simple. Vous pouvez rentrer et acheter plein de billets en même temps pour votre groupe d'amis. Puis vous pouvez venir déguisé, non déguisé. La salle ici là, va devenir complètement machiavélique, décorée. L'année passée, c'était vraiment donné. Puis l'équipe a vraiment hâte de s'y remettre.
Donc, on invite vraiment la population de la MRC Maria-Chapdelaine et des alentours. Là, si jamais vous avez des auditeurs à l'international, ils peuvent venir aussi. Mais c'est le jeudi 30 octobre et le vendredi 31 octobre, de 19h à 20h30, 3 compteurs par soir, 30 minutes par compte. Il va y avoir des décorations. Vous pouvez aussi, on va avoir des petites friandises pour les enfants. Mais c'est sûr que les enfants en bas âge, c'est peut-être pas adapté, mais à partir de 12 ans, moi, je dirais là, que tout le monde est correct. Estelle Girard a entrepris d'écrire la saga des Tremblay pour rendre hommage à son grand-père, Ferdinand Tremblay. Le premier tome débute en 1925, alors que Ferdinand quitte Baie-Saint-Paul pour s'établir à Péribonka, où il débute une nouvelle vie. Inspirée de faits réels et enrichie de recherches historiques, l'autrice reconstitue avec sensibilité la vie rude mais fière des colons de la région. À travers cette œuvre, elle célèbre la mémoire familiale et invite chacun à redécouvrir l'histoire de ses propres ancêtres. Mon livre, c'est l'histoire de mon grand-père. C'est une biographie romancée, parce que c'est un petit peu comme un casse-tête. Il y a des morceaux que j'avais, des souvenirs de ma famille que je récoltais au cours de plusieurs entrevues, les résultats de mes recherches historiques, mais il y avait beaucoup d'espace où je manquais d'informations, donc là, j'ai romancé. J'ai essayé d'être la plus authentique possible dans le sens de la façon de vivre des gens à ce moment-là. Mon grand-père, Ferdinand Tremblay, il a toujours piqué ma curiosité parce que moi, j'avais 58 ans de différence d'âge avec lui, donc je n'ai pas eu l'occasion de le connaître beaucoup. Tout ce que je connais de lui, c'est ce que mes oncles et mes tantes, mes cousins et cousines m'ont rapporté. Puis ça a toujours été un être mystérieux parce que c'est un grand-père qui ne parlait pas beaucoup. Ça a commencé par de la curiosité. Qu'est-ce qui s'était passé? Surtout quand j'ai appris qu'il avait passé 11 ans chez les frères maristes et tout à coup, il avait décidé d'abandonner sa congrégation et de venir rejoindre un de ses frères qui était déjà ici au Lac-Saint-Jean. C'est bizarre à dire, mais avec la COVID, on était enfermés chacun chez soi, on n'avait pas le droit de faire des visites. Et là, je me suis mis à lire plein de romans historiques que je mettais de côté parce que je venais juste de prendre ma retraite, je n'avais pas le temps de lire. Je me mets à lire des romans historiques, puis là, j'ai dit, il y aurait peut-être de quoi faire avec l'histoire de mon grand-père. Je me suis dit au début, ce serait peut-être un cadeau à donner à la famille, un peu l'histoire de leur père, de leur aïeul, pour les nouvelles générations aussi, un devoir de mémoire, un héritage familial. Ça fait que ça a commencé comme ça. Mon grand-père, lui, c'était quelqu'un qui a défriché sa terre, qui a élevé ses enfants, qui a travaillé pour tous les gros chantiers forestiers qu'il y a eu dans la région quand ils ont construit les premiers barrages, quand ils ont les chantiers forestiers qu'il y avait aussi au nord du Lac-Saint-Jean. Donc, lui a tout connu le développement de la région, parce qu'il faut dire aussi que mon grand-père est une des familles fondatrices de Saint-Eugène-Milo. Donc, je me suis dit, oh, la belle occasion, un beau petit livre sur grand-papa que je vais remettre à mes cousins, cousines, à mes oncles, mes tantes. Ça a commencé doucement comme ça. Puis là, je me mets à écrire, puis on était chez nous confinés, donc j'étais rendue à au-dessus de 2000 pages, puis je faisais juste commencer à trouver des informations avec mes recherches historiques. Bon, j'ai dit, c'est impossible de mettre ça dans un seul roman, donc je vais faire une saga. Puis la saga des Tremblay, parce que mon grand-père, c'est Ferdinand Tremblay. Donc ça a commencé comme ça. Là, je commence au moment où il arrive, il met le pied au quai de Péribonka, retrouver son grand frère Jean-Baptiste Tremblay, depuis qu'il a l'âge de 12 ans qu'il vivait en communauté avec les religieux. Donc, il doit réapprendre à vivre en laïque. Est-ce qu'il va réussir à s'adapter ou pas? Qu'est-ce qu'il va décider de faire? Donc, le premier roman, c'est de 1925 au moment où il arrive à Péribonka, jusqu'au moment où il décide de se marier et il est sur le perron de l'église le matin de son mariage. Et la suite va continuer dans le prochain roman. J'ai essayé de mettre à peu près 390 pages, pour pas que ce soit trop gros non plus, puis me donner le temps aussi de préparer les prochains. Dans le fond, je voulais mettre en évidence l'histoire de la région en même temps aussi. Autrefois, il y avait des conteurs. Hein? Il y avait mon oncle ou quelqu'un qui s'assoyait pendant les rassemblements de famille. Il n'y avait pas de télévision, donc les gens écoutaient les aïeuls raconter leur histoire, puis ça se propageait de bouche à oreille. Mais aujourd'hui, on n'a plus ces histoires-là. Donc, avec mes romans, j'espère pouvoir en apprendre aux nouvelles générations, surtout celles de notre famille, mais c'est de la plupart des familles, là, comment ça se passait autrefois, puis tout le travail de ces hommes-là, de ces femmes-là, pour avoir la vie confortable qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est un devoir de mémoire que je me rajoute aussi là-dessus. Héritage familial et devoir de mémoire. J'ai gardé les noms des vraies personnes qui ont vécu en même temps que mon grand-père. Le but, c'était vraiment de rendre hommage à ces gens-là qui ont été les premiers à défricher et à s'installer ici. Puis si je parle d'un forgeron,
99% des chances que ce monsieur-là était vraiment forgeron ou maréchal Ferrand. Ou, j'ai essayé de rendre hommage à ces pionniers-là aussi, en laissant leur vrai nom. Je réalise que ma clientèle cible, c'est les personnes un peu plus âgées. Là, il y a quelques jeunes adultes qui l'ont acheté, puis j'ai hâte de voir le commentaire. Si vous allez sur Facebook, dans la saga des Tremblay, il y a un groupe privé et j'aimerais ça beaucoup avoir les commentaires des lecteurs parce que c'est ça qui va me permettre d'améliorer les prochains parce que là, j'ai décidé d'utiliser le joual comme langage, mais là, je ne savais pas trop comment ça allait être reçu. Donc, tous les commentaires sont les bienvenus parce que je veux vraiment que ça soit meilleur d'un roman à l'autre. Donc, c'est les lecteurs qui vont avoir le dernier mot. Quand j'ai eu à trouver quelqu'un pour écrire la préface de mon roman, je me voyais mal le demander à quelqu'un de la famille. Donc, j'ai dit, il faut que je trouve quelqu'un qui vient du lac, qui reste dans la MRC, qui est proche des gens de là-bas. Et j'ai communiqué grâce aux réseaux sociaux. J'ai réussi à communiquer avec lui pour lui proposer d'écrire ma préface. Mais bien entendu, c'est un monsieur sérieux. Il n'a pas dit oui tout de suite. Il dit, envoyez-moi votre manuscrit. Il dit, je vais le lire et je vous dirai si oui ou non j'accepte. J'envoie mon manuscrit à M. Denis Trottier et quand on se reparle, le déclic s'était fait. Il m'a raconté qu'il avait adoré mon roman, que ça l'avait même ému dans certains passages parce que je parlais de sa famille. Je dis, voyons donc, je parle de votre famille. Il dit, oui. Il dit, moi, je suis un descendant des Niquettes. Édouard Niquette, le fondateur du village dont je parle dans mon roman, c'est son arrière-grand-père. Donc, ça l'a tellement touché qu'il a accepté d'écrire la préface. Et après ça, là, j'ai remarqué aussi que ma famille a hâte de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le temps des maristes. Donc, il va y avoir un retour en arrière. J'ai communiqué avec les archivistes des maristes qui ont été très, très généreux et que l'archiviste m'a envoyé assez de documentation, puis j'ai lu beaucoup de documents aussi sur comment ça se passait à ce moment-là. Puis j'ai assez de matériel pour faire un roman juste sur ces 11 ans que mon grand-père a passé chez les maristes. Je travaille présentement, j'ai déjà une centaine de pages d'écrits dans le prochain, puis il me reste à faire des petits ajustements, mais si tout va bien, au printemps prochain, je devrais avoir le prochain, puis à l'automne, je ferai ma tournée comme j'ai fait cette année pour... je vais essayer que ça soit en moins d'un an, avant que le prochain soit sur les tablettes. C'est ce qui complète le bulletin. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Et pour plus d'informations locales, visitez notre site Internet et suivez-nous sur notre chaîne YouTube. Et à bientôt! Okay.